Bienvenue à cette présentation de la production littéraire en France au long du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, très rapidement, est le siècle de Louis XIV, du roi Soleil. C'est aussi le siècle de l'absolutisme. Le mot vient du latin. Absolutus signifie détaché des règles et des lois. Il y a des symboles typiques de l'absolutisme qui sont par exemple le château de Versailles, qui est, disons, la prison dorée dans laquelle le roi a enfermé les nobles pour les éloigner du pouvoir. Un autre symbole de l'absolutisme est encore l'abolition de l'édit de Nantes, qui était l'édit, disons, la loi qui reconnaissait la liberté de culte. Louis XIV, il a décidé de l'abolir, de l'annuler à toujours. Le XVIIe siècle, c'est encore le début de l'industrialisation, grâce au ministre Colbert surtout. En France, l'industrie débute à cette époque-là. C'est aussi le moment où les aristocrates, justement, voient diminuer leur pouvoir grâce surtout au choix politique de Louis XIV, qui les éloigne justement de Paris, du pouvoir, et choisit ses ministres et ses collaborateurs parmi les bourgeois. Donc c'est le siècle de la fortune de la bourgeoisie, parce que les bourgeois commencent donc à s'enrichir de plus en plus, ils s'instruisent de plus en plus, ils participent de plus en plus à la vie politique, et donc ils ont de plus en plus de pouvoir, surtout de pouvoir politique. Pendant le XVIIe siècle, au niveau philosophique, nous avons le développement de l'empirisme, surtout en Angleterre, disons dans d'autres pays européens, et du rationalisme moderne. Le rationalisme moderne en France est représenté surtout par René Descartes, avec sa phrase « Je pense, donc je suis », en latin cogito ergo sum. Le centre de l'être humain, c'est la pensée, la rationalité, la raison. Tout au long du XVIIe siècle, le monde scientifique et le monde artistique sont traversés de nouvelles idées et tendances qui s'influencent réciproquement. Kepler, Galilée et Newton étudient la théorie copernicienne. Chacun pour son compte, il contribue à fournir les preuves du mouvement de la Terre et des forces qui déterminent la révolution des planètes. Kepler découvre que les trajectoires des planètes ne sont pas parfaitement circulaires, mais elles sont elliptiques. Galilée étudie les mouvements des astres à travers sa lunette astronomique et voit que la Terre bouge. Isaac Newton formule la théorie de la gravitation. La production artistique est influencée par deux esthétiques principales, le classicisme et le baroque. Le classicisme se caractérise par la ligne droite, par la linéarité, la netteté des contours, tandis que le baroque, c'est plutôt la ligne courbe, souple, arrondie. Le classicisme utilise les formes géométriques, les formes simples, la clarté, la logique, le rationnel. Le classicisme, c'est la règle, la méthode. Voilà que le développement dans le domaine scientifique influence l'art aussi. C'est l'époque de la publication du discours de la méthode de Descartes. En 1635, le cardinal de Richelieu fonde l'Académie française, dans le but de contribuer au perfectionnement des lettres. Cela donne vie à un long processus de codification de la langue et de la littérature. Le baroque, au contraire, joue plutôt avec l'illusion. Il aime aussi les décorations, faites d'éléments naturels, surchargés et très riches, voire exagérés. Le baroque cherche aussi le mouvement, ou l'illusion du mouvement. Il apprécie le changement, la métamorphose. Il influence aussi la musique, qui connaît ainsi un essor important. Là, tu vois un exemple de décoration baroque à Versailles. Il y a des éléments classiques d'inspiration grecque qui sont réinterprétés, enrichis, embellis, décorés et même dorés.
Les termes classicisme et baroque n'étaient pas utilisés au XVIIe siècle. Ce sont des définitions qui ont été introduites a posteriori. En littérature, il est possible aussi de distinguer les deux esthétiques, l'écriture classique et l'écriture baroque. L'écriture baroque est surchargée. Elle s'éloigne de la mythologie antique et fait recours à d'autres traditions comme le folklore populaire. Elle fait appel à l'émotion. Elle veut stupéfaire, susciter la merveille. L'écriture baroque aime l'abondance, voire l'excès. Elle utilise la métaphore, la métamorphose, l'antithèse, qui est la rencontre des extrêmes. Elle préfère le mélange de genres et de registres, la tragicomédie au lieu de la distinction nette entre tragédie et comédie. Au contraire, l'écriture classique recherche la simplicité et la clarté. Elle trouve son inspiration dans la mythologie et les modèles de l'Antiquité. Elle fait appel à la logique et à la raison, à l'ordre, à la règle. Elle suit des règles linguistiques, d'orthographe et de grammaire, par exemple. Au niveau de la production littéraire, le classicisme travaille pour une réglementation des genres. Le monde classique apprécie la distinction nette des genres. Ainsi, une polémique importante se développe vers la fin du siècle. Elle est connue sous le nom de querelle des anciens et des modernes. Sur le fait que les anciens sont des modèles indiscutables, tout le monde est d'accord. Toutefois, quelqu'un pense qu'il est impossible de faire mieux que les anciens. Ce sont plutôt les classicistes. Ils essaient de respecter les règles et les formes de la littérature antique. Parmi eux, Racine et La Fontaine. D'autres pensent au contraire qu'il est possible de dépasser les anciens en s'inspirant par exemple de modèles différents, comme les traditions populaires ou le folklore français. Parmi eux, Charles Perrault et Corneille dans le Cid. Ce sont les partisans d'une littérature moderne, adaptée à une époque qu'ils considèrent supérieure. La production littéraire au XVIIe siècle est dense. La préciosité est un courant littéraire baroque et une mode aristocrate en même temps, avec un fort caractère féminin. Des dames de l'aristocratie se réunissent pour lire et écrire des œuvres pas ordinaires, c'est-à-dire particulièrement raffinées. C'est une forme de réaction à la condition de passivité à laquelle la femme était livrée dans l'aristocratie du temps. Leur but est celui d'embellir la langue littéraire. Très souvent, le résultat en est un raffinement extrême, objet de satire de la part d'autres auteurs, comme Molière. Le burlesque est un genre littéraire visant la satire ou à la parodie. Il utilise des termes et des situations comiques pour mettre en ridicule un certain personnage. Ce type de comique peut être physique aussi. Un exemple de burlesque au théâtre est la production de Molière. Au XVIIe siècle, l'on écrit et l'on lit des romans. Le roman peut être par exemple pastoral, comique ou héroïque. Le roman pastoral, c'est une histoire d'amour, à la campagne, entre une bergère et un prince, ou entre une bergère et un berger. Le roman comique ou burlesque se moque de personnages ou d'œuvres qui font l'objet d'une critique. Les romans héroïques sont des romans pseudo-historiques qui présentent des aventures héroïques et amoureuses. Au XVIIe siècle, l'on écrit des contes aussi. L'auteur le plus connu est sans doute Charles Perrault, qui partage la vision des modernes et trouve ses sources d'inspiration dans la tradition française. Il a écrit des contes que tu connais sûrement, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, Le chat botté. La littérature moraliste se développe beaucoup, elle aussi. On représente des situations et des personnages qui montrent ce qui est bien et ce qui est mal. Très souvent, chaque œuvre contient une morale. C'est l'exemple des fables de La Fontaine. Sans doute tu connais La cigale et la fourmi, Le renard et les raisins, Le renard et la cigogne, Le renard et le corbeau,
la grenouille et le bœuf, le lapin et la tortue, le lion et le rat, le loup et l'agneau. Dans les fables, les personnages sont des animaux parlant et agissant de façon humaine. Ils représentent les vices et les vertus humaines et vivent des situations qui se prêtent facilement à fournir des enseignements, des leçons de vie. D'autres œuvres qu'il faut mentionner sont Les Pensées de Blaise Pascal, La Princesse de Clèves et les autres romans historiques de Madame de La Fayette, une des premières romancières modernes. La littérature épistulaire connaît un essor grâce aussi aux lettres de Madame de Sévigné. René Descartes, considéré l'un des fondateurs de la philosophie moderne, argumente son cogito ergo sum, je pense donc je suis, dans son discours de la méthode. Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien, est connu aussi pour ses études sur la pression atmosphérique et ses travaux sur les fluides et les liquides. Le Pascal est en effet encore aujourd'hui l'unité de mesure de la pression utilisée par le système international. En littérature, Pascal est connu pour Les Pensées et les Provinciales. Le XVIIe siècle est l'âge d'or du théâtre, avec un grand travail théorique et trois grands interprètes, Jean Racine, Molière et Corneille. Jean Racine écrit des tragédies classiques. Ses sources sont les antiques. Il présente les passions, la force, voire la violence des passions. Molière écrit des comédies. Il utilise le burlesque pour dresser la satire de la société contemporaine et en même temps, il dresse des portraits éternels. Il représente les vices et les vertus de bourgeois, de paysans, d'aristocrates, de médecins, d'hommes et de femmes de lettres de son époque. Il critique les mariages forcés et en général l'autorité excessive des pères sur leurs enfants. Pierre Corneille est considéré une sorte de charnière entre les différentes esthétiques et les tendances du temps. Il écrit des tragédies, des comédies et des tragicomédies. Les œuvres de Jean Racine s'appellent par exemple Phèdre, Britannicus, Andromaque. Voilà que l'inspiration antique est évidente. Les œuvres de Molière s'appellent par contre Les Précieuses ridicules, Les femmes savantes, Le malade imaginaire, Le bourgeois gentilhomme, Don Juan, l'avare, Le misanthrope, Le médecin malgré lui, Tartuffe ou l'imposteur, Le mariage forcé, L'école des femmes, L'école des maris, etc. Parmi les œuvres les plus connues de Corneille, il faut mentionner le Cid, Horace, l'illusion comique, Attila, Polyeucte. Dans son besoin de règles, le XVIIe siècle fixe des dogmes stricts pour le théâtre. Ce sont des règles empruntées à Aristote. Pour être acceptée par la critique contemporaine, une pièce de théâtre doit donc être en vers et être divisée en 5 actes. Elle doit aussi suivre les règles de bienséance, c'est-à-dire être en accord avec les usages de l'époque. Les scènes choquantes, immorales ou violentes ne peuvent pas être représentées. La bonne pièce de théâtre doit aussi respecter les règles de vraisemblance, c'est-à-dire elle doit avoir l'air d'être vraie. Elle doit représenter des situations possibles. Une bonne pièce de théâtre doit aussi respecter la règle des 3 unités, du lieu, du temps et de l'action. Unité du lieu signifie que la situation représentée doit se dérouler dans un seul lieu, par exemple dans une chambre ou dans une cour. Unité du temps veut dire qu'elle doit se dérouler en un seul jour, en 24 heures. Unité de l'action signifie qu'il doit y avoir une seule action principale. Il faut éviter des intrigues trop compliquées, trop complexes. Merci de ton attention et à bientôt.